Bonjour à tous et bienvenue pour notre foire aux questions pour laquelle j'accueille aujourd'hui Clément Zanoli. Clément, bonjour. Bonjour. Donc Clément, tu es paléoanthropologue au CNRS et à l'université de Bordeaux. Et tu as récemment participé à la publication d'un article sur une nouvelle espèce d'homo, donc un truc qui arrive quand même pas tous les jours, à une nouvelle espèce d'homo qui s'appelle Homo lusonensis et qui a été découvert dans les Philippines. Alors c'est un très grand honneur de t'accueillir parce que on accueille quand même un des participants de cette découverte, donc c'est très excitant pour nous. Alors Clément, est-ce que tu peux commencer par peut-être si tu veux te présenter un peu et puis présenter cette découverte et comment tu y as contribué. Oui, moi je suis comme tu l'as dit, chercheur au CNRS, aujourd'hui à l'université de Bordeaux, et j'ai quitté l'université de Toulouse il y a quelques mois. Et j'ai été impliqué dans cette étude, pas vraiment par hasard, parce que bon, déjà il y a des dents qui ont été trouvées et ma spécialité c'est d'étudier les dents. Mais aussi parce que je connais bien Florent Détroit, le premier auteur de cet article. Il a été mon enseignant à l'époque où j'étais en master au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et à cette époque-là, en 2007, on avait été, lui et moi, avec d'autres étudiants, on avait été aux Philippines pour fouiller la grotte de Tabon, qui se trouve sur l'île de Palawan au sud. Et à cette occasion, on avait passé 3 mois aux Philippines. On avait aussi été visiter la fameuse grotte de Calao. Et à ce moment-là, en 2007, il venait juste de trouver le premier os de Homo lusonensis, qui est un petit os du pied, un métatarse. Mais à ce moment-là, on ne savait pas du tout à quoi on avait affaire. On voyait bien qu'il y avait une morphologie qui est relativement similaire à celle de l'humain moderne, Homo sapiens, mais avec quand même au niveau des extrémités, au niveau des épiphyses de ces métatarses, une morphologie qui est quand même un peu différente. Alors, on s'est posé plusieurs questions. Est-ce qu'il pouvait s'agir d'un autre hominine, autre que Homo sapiens? Est-ce que c'était un individu pathologique ou anormal? Voilà, mais à ce moment-là, il était quasi impossible de répondre à ces questions. On n'avait pas plus d'éléments, pas plus d'os. Et c'est seulement entre 2011 et 2015 que le reste de l'assemblage a été trouvé, l'assemblage humain, avec donc des phalanges, un certain nombre de dents aussi, qui ont 7 dents au total, et un petit bout de diaphyse de fémur d'un jeune individu. Et du coup, presque 12 ans après, non? C'est ça? Oui, oui, Ouais. c'est à peu près 12 ça. ans, Oui. 12 ans après, vous faites la couverture de Nature. Oui. Bon, C'est on a eu un peu de chance, mais c'est vrai que cette découverte est assez fascinante. Les spécimens en eux-mêmes sont quand même plutôt bien préservés aussi. Ils ont un certain nombre d'éléments assez diagnostiques qui nous ont permis de définir justement cette nouvelle espèce. Si on regarde les os, par exemple, les phalanges ont une courbure assez prononcée. Ils ont aussi des crêtes, des insertions musculaires qui sont très développées. Donc ça, ce sont des caractéristiques que l'on retrouve plutôt chez les australopithèques ou les premiers représentants du genre Homo, et pas du tout pour une période entre 60 et peut-être 100 000 ans pour lesquels sont datés ces fossiles. Donc ça, c'était assez étrange, mais ce qui est encore plus étrange, c'est finalement une combinaison donc, de ces traits archaïques, presque Australopithecus-like, je dirais, avec des caractéristiques presque modernes, moderne-like, sur les dents, notamment la couronne des molaires et des prémolaires est très simple, avec juste des cuspides marqués, mais sans crête accessoire, sans cuspide accessoire, voilà, sans tout un tas de fioritures que l'on peut retrouver sur les dents de Homo erectus et d'autres hominines plus anciens. Donc c'est cette combinaison finalement de particularités morphologiques à la fois archaïque et plus similaire à celle des humains actuels, qui nous ont fait penser à une autre, qu'on avait affaire à une autre espèce inconnue encore. Donc il y a une tendance à la simplification dentaire dans la lignée humaine, c'est ça que tu nous dis? Et en fait, Homo sapiens, finalement, il aurait les dents plus simples, peut-être parce que il utilise des outils avant de manger, parce qu'il utilise le feu aussi, ça aurait un lien avec ça? J'irai peut-être pas jusque-là parce que les Néandertaliens utilisaient aussi le feu, ils avaient des outils, Homo erectus pareil, et ils avaient des dents bien plus complexes. Non, je pense que ça c'est simplement un processus de gracilisation qui a commencé déjà chez Homo erectus, qui s'est continué ensuite chez Homo sapiens. Et c'est ce processus de gracilisation où on retrouve des os un petit peu moins robustes, des dents un peu plus petites, qui s'est accompagné d'une simplification finalement de ces dents.
La question qui se posait plutôt, c'était pourquoi on avait une telle combinaison. Et même au niveau des dents, d'ailleurs, on retrouve donc ces couronnes au niveau de l'émail qui sont assez modernes, mais les racines, et notamment les racines des prémolaires, sont plutôt un modèle archaïque, parce que par exemple, elles ont trois branches, ces racines de prémolaires. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve chez les Australopithèques ou les premiers représentants de genre Homo, de nouveau, mais qu'on le retrouve plutôt rarement chez les humains un peu plus récents, et notamment chez l'Homo sapiens, où on l'a quasiment jamais. Et alors du coup, tu as rapidement évoqué l'âge de cette nouvelle espèce. On est aux alentours de combien? 100 000, 60 000 ans, c'est ça? Oui, alors les datations qui ont été faites jusque-là, ce sont des datations à l'uranium. Elles nous donnent un âge minimum. La première datation était aux alentours de 67 000 ans. On sait que probablement on est au-delà de cette date-là, entre 70 000, 100 000 peut-être, mais on n'a pas d'âge maximal. Donc voilà, on sait qu'on est quand même dans une zone plus ou moins aux alentours de cette zone-là en termes de chronologie. C'est un peu la limite aujourd'hui. Et l'autre question qui se pose, on a aussi retrouvé des restes beaucoup plus anciens, alors cette fois-ci pas de restes humains, mais des restes d'un rhinocéros avec des traces de découpe sur un site de la vallée de Cagayan qui se trouve à juste quelques kilomètres de cette grotte de Callao. Et ces ossements, donc, qui montrent des traces d'activité humaine, de découpe, de boucherie, eh bien, ils sont datés aux alentours de 700 000 ans. Donc là, on a sur le plateau au-dessus de la grotte, finalement, des os qui sont travaillés par l'homme et avec de la trace de boucherie à 700 000 ans. Et dans cette grotte, on a un hominine qui a vécu il y a peut-être 100 000 ans. Donc il y a quand même un écart chronologique de 600 000 ans entre les deux. Et on ne connaît rien entre ces deux dates. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'était les mêmes hominines qui étaient là et qui sont restés, s'il y en a eu d'autres qui sont arrivés avant et remplacés. Voilà, on n'a aucune idée de tout ça. Il y a un parallèle qui est tentant à faire avec l'homme de Flores, parce que l'homme de Flores, il est à peu près à 50 000 ans, je crois. Il est daté à peu près 50 000 ans, mais on a aussi je crois qu'on a une petite mâchoire qui a 700 000 ans aussi. Alors qu'est-ce que ce serait? Ce serait un genre d'évolution parallèle, ou est-ce qu'il serait apparenté Flores et Luzonensis? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'ils descendent d'un ancêtre commun, parce qu'ils ont quand même des caractéristiques globales qui sont assez similaires. Donc, comme je disais, sur les restes post-crâniens, notamment les phalanges, les os du poignet, etc., sur Flores, il y a aussi une morphologie qui ressemble à celle des Australopithèques ou de Homo habilis, donc premier représentant de genre Homo. Et les dents aussi sont très petites, montrent une morphologie assez simplifiée pour les couronnes, mais avec aussi des racines un peu complexes, comme celles des Australopithèques. Donc, on a quelque chose qui ressemble entre Flores et Lusonensis. Par contre, il y a des différences aussi et qui sont assez importantes, et du moins qui sont assez, disons, substantielles pour pouvoir différencier peut-être en termes d'espèces ces deux groupes-là, parce que les prémolaires et les molaires de Homo lusonensis ont des dimensions qui sont différentes en termes de ratio, c'est-à-dire que les prémolaires sont très grosses par rapport aux molaires chez Homo lusonensis, alors qu'on a des prémolaires qui sont relativement beaucoup plus petites par rapport aux molaires chez Homo floresiensis. Et donc le ratio qu'on retrouve chez Homo lusonensis, finalement, il se rapproche presque de celui qu'on a chez les paranthropes, donc qui sont des cousins éloignés qui sont aussi reliés aux australopithèques. Des prémolaires qui sont plus petites que les molaires, c'est aussi ce qu'on retrouve chez Homo sapiens. C'est ça? Tout à fait. Donc Flores, il aurait plus une morphologie d'Homo sapiens de ce point de vue-là, et Lusonensis serait plus donc comme les paranthropes, donc c'est ce que les Anglais appellent les humains casse-noisettes, c'est ça? Oui, alors je ne dis pas qu'il s'agisse d'un paranthrope, mais par contre, en termes de proportion entre prémolaire et molaire, on a un schéma un peu plus proche de celui des paranthropes que celui d'Homo floresiensis ou des humains modernes. Et c'est simplement le fruit d'une évolution en milieu insulaire, je pense. Le fait que floresiensis a vécu sur l'île de Flores, une petite île, tout comme Lusonensis a vécu sur l'île de Luzon, ça a tendance à créer des phénomènes d'évolution insulaire qui sont assez bien connus en paléontologie, mais qui peuvent mener à des choses totalement étranges. On a les animaux les plus petits qui deviennent très grands, qui évoluent vers des formes de gigantisme, ou à l'inverse, des animaux plus grands qui deviennent plus petits, des formes de nanisme. Et c'est un peu peut-être ce qui s'est passé avec cette forme humaine qui, probablement, si elle dérive d'un ancêtre
du type Homo erectus qui avait une stature à peu près comme la nôtre. Et aujourd'hui, on voit que Homo lusonensis avait des dents très petites et des phalanges et de dimensions aussi assez modérées. Tout ça, ça nous laisse suggérer une stature qui pourrait être similaire à celle de Homo floresiensis, donc peut-être 1m20, 1m30, mais là, je ne veux pas m'aventurer sur des estimations, mais simplement pour donner une idée. Ouais, du coup, le scénario, ouais, je vais pas dire privilégié, mais le scénario, jusqu'à preuve du contraire, ce serait que Homo erectus donc sort d'Afrique à autour de 1,8-2 millions d'années. Je crois que maintenant ils ont même des restes en Chine de 2 millions, 2 millions,1, je crois. Donc Homo erectus sort d'Afrique à peu près à ce moment-là, plutôt que de former une sorte de rameau, de cul-de-sac évolutif, on va dire. Là, il commence à se répandre un peu partout en Asie du Sud-Est. Il atteint Flores, il atteint Luçon. Il atteint l'île de Luçon et en gros il fait sa petite évolution locale à lui. C'est ça. Pour l'instant, c'est ça que vous pensez qu'il s'est passé? Il y a plusieurs scénarios possibles. Disons qu'il y a deux scénarios qui sont, à mon avis, les plus probables. Alors, il faudra après trancher entre ces deux scénarios. Un premier qui impliquerait l'existence d'une lignée humaine qu'on ne connaît pas encore, qui serait directement liée à Early Homo, à un habilis qui serait sorti d'Afrique aux alentours de, effectivement, 2 millions, peut-être un peu avant, mais dans ces eaux-là, et qui serait arrivé en Asie depuis longtemps et qui serait resté en Asie, mais dont on n'aurait pas retrouvé forcément beaucoup de traces fossiles ou qu'on n'aurait pas identifiées. Et pourquoi j'évoque cette hypothèse? Tout simplement parce que les restes de Flores montrent un grand nombre de caractéristiques qui sont compatibles avec celles d'Homo habilis. Et les chercheurs qui ont fait les dernières études sur ces fossiles ont démontré que finalement la morphologie, surtout des os post-crâniens, eh bien, était très fortement compatible avec celle d'Habilis. Alors moi, de mon côté, sur les dents, je ne suis pas totalement d'accord. Je trouve que les dents d'Habilis sont très complexes, ont une morphologie vraiment très particulière, et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on observe ni chez Flores ni chez Lusonensis. Et effectivement, ces caractéristiques très archaïques sont un peu un mystère, entre guillemets. Mais si on regarde les dents, par contre, on retrouve une morphologie qui est assez compatible avec ce qu'on a chez Homo erectus. Donc ça, ce serait la deuxième hypothèse. Homo erectus en Asie, qui serait arrivé là il y a à peu près 2 millions d'années, effectivement. Et donc, il se serait dispersé dans toute l'Asie. Il aurait peuplé probablement par plusieurs vagues de peuplement, hein, pas forcément en une fois, les différentes îles d'Indonésie. Et puis, il serait arrivé peut-être aux Philippines il y a peut-être 700 000 ans, et ce serait lui, à ce moment-là, qui serait responsable de ces traces de boucherie. Mais est-ce qu'il serait resté ensuite en isolement sur cette île de Luzon et aurait donné ce Homo lusonensis, ou est-ce qu'une autre vague de peuplement plus tardive serait revenue et aurait ensuite donné cette espèce? Ça, c'est encore une autre question. Mais voilà, donc ce sont les deux hypothèses à privilégier. Alors, il y a une chose qui est importante à noter quand même, c'est que l'Indonésie, au fil du Pléistocène, a pu être connectée au continent asiatique par des ponts terrestres en fonction des glaciations. Quand il y a des périodes glaciaires, une grosse partie de l'eau de l'océan vient s'accumuler sous forme de glace sur les continents. Donc, le niveau marin baisse. Et à ce moment-là, on a des connexions qui ont pu être faites au niveau du plateau de la Sonde, qui a un plateau assez bas, assez peu profond, entre guillemets. Et donc entre l'Asie du Sud-Est continentale et l'Asie du Sud-Est insulaire, et qui est devenue donc une sorte d'extension de ce continent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les Philippines n'ont jamais été connectées au continent, puisqu'il y a des bras de mer très profonds qui séparent l'Asie du continental des Philippines. Et donc, si on n'a pas eu de connexion par pont terrestre, ça signifie que ils sont arrivés d'une manière différente, en tout cas pas en marchant. Donc là, sans parler de navigation, ils ont pu arriver là par voie sur des radeaux de fortune, des embarcations de fortune, ou il y a une autre hypothèse qui a été avancée par certains collègues. Lors d'un tsunami, il y a souvent des gros morceaux de terre et de végétaux qui sont emportés dans la mer et dans l'océan. Et donc peut-être que si un tel événement a pu se produire, a emmené avec lui non seulement de la faune, mais aussi des hominines, et arriver ensuite jusqu'aux Philippines, ça pourrait être une hypothèse. Voilà. Hypothèse qui est pas si folle que ça, puisque on pense que c'est comme ça aussi que sont arrivés les rongeurs et les primates en Amérique du Sud.
depuis l'Afrique, donc une distance beaucoup plus conséquente. Oui. Euh, Puisque tu évoques la possibilité de navigation, entre guillemets, ça pose un peu la question de l'intelligence. Est-ce que éventuellement, est-ce que c'était un hominide intelligent, Lusonensis? Est-ce qu'il produisait des outils ou des choses comme ça? Alors écoute, moi je voudrais pas te dire de bêtises parce que j'ai pas eu l'accès au registre archéologique. Je ne sais pas ce qui a été vraiment trouvé dans ces niveaux-là, dans la grotte de Calao. Je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'outils, ou en tout cas, voire pas du tout, associés à ces restes humains. Et ce qui est aussi sûr, c'est qu'il n'y a pas de restes crâniens. À part les dents, il n'y a pas d'os du crâne. Donc, on ne peut rien supposer sur son volume endocrânien, sur la morphologie de l'endocrâne, et donc sur son intelligence ou ses capacités cognitives. Ouais, du coup, on aurait peut-être juste les possibles traces de boucherie qui n'ont pas forcément été faites par Lusonensis, dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et puis ça ne présuppose pas forcément d'une intelligence, puisqu'on retrouve possiblement des traces de boucherie en Afrique aux alentours de 3 millions d'années. Et donc, à ce moment-là, ce serait peut-être des australopithèques qui auraient fait ces traces et qui auraient découpé les os pour manger la viande autour. Donc, difficilement attribuable à une forme d'intelligence avancée ou, si on veut, à des capacités cognitives plus développées. Question qui peut paraître bête, mais que, à mon avis, beaucoup de nos auditeurs se posent, surtout parmi les moins formés, on va dire, à la paléontologie. Donc, vous avez identifié 3 individus en tout, toute l'équipe qui travaillait là-bas, et vous avez réussi à créer une nouvelle espèce, donc à trouver suffisamment de caractères distinctifs pour faire une nouvelle espèce. Et je pense que la question qui se pose naturellement, c'est comment on identifie une nouvelle espèce et 3 individus sur la base à partir de peu de matériel comme ça. Et quelle confiance on peut accorder à une identification comme ça. Alors là, c'est vrai qu'on a affaire à seulement 13 spécimens en tout, ce qui n'est pas énorme, il faut le reconnaître. Mais malgré tout, il y a quand même des espèces qui ont été attribuées sur la base d'une seule dent ou d'une seule mandibule par le passé, ça s'est fait. Alors aujourd'hui, il y a certaines de ces espèces qui sont remises en question. Mais malgré tout, quand on a des éléments qui montrent des différences par rapport à tout ce que l'on connaît et des différences marquées, eh bien, l'hypothèse d'une espèce peut se comprendre. Alors, dans ce cas-ci, pour Lusonensis, eh bien, ça s'est passé, comme je l'ai dit, d'abord, on a découvert ce premier métatarse qui était un peu bizarre. Alors, malheureusement, dans le registre fossile, il n'y a pas énormément de comparaisons possibles. Pour Homo erectus, on ne connaît que très peu de restes post-crânien. Donc, il a fallu attendre d'avoir les dents, notamment pour pouvoir avoir plus d'informations. Et sur les dents, eh bien, en les étudiant en détail, on s'est aperçu qu'il y avait donc ce fameux ratio entre prémolaire et molaire déjà qui sortait de l'ordinaire chez Homo, on le retrouve quasiment jamais. Alors que c'est quelque chose qu'on retrouve chez Paranthrope, par exemple, de manière commune. Donc, ça, encore une fois, ça ne signifie pas qu'il s'agit d'un Paranthrope. Simplement, il a une caractéristique qui sort un peu de l'ordinaire pour le genre Homo. Et puis, ces fameuses combinaisons entre des couronnes simplifiées et des racines archaïques, là aussi, c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas ni chez Homo erectus, ni chez Homo floresiensis, en tout cas pas de cette manière, ni chez Homo sapiens. Et donc, en regardant à la fois chez l'humain actuel et chez les humains fossiles qui pouvaient avoir habité dans cette zone-là en Asie, voire même jusqu'en Afrique, on ne retrouve aucune espèce connue qui partage toutes cette combinaison et ces caractéristiques-là. Donc, la conclusion qu'on a tirée, c'est qu'on devait avoir affaire à une nouvelle espèce. Et même si je suis sûr que certains collègues ne seront pas forcément d'accord avec cette interprétation, et ça se comprend, après c'est défendable, je pense qu'un des arguments supplémentaires, c'est aussi de se dire qu'on est dans une île, sur une île, en milieu insulaire. Encore une fois, l'évolution agit comme un laboratoire. On se retrouve avec des animaux et donc aussi des hominines qui évoluent de manière bien plus différente de ce qui peut se passer sur le continent quand il y a beaucoup plus d'échanges en termes de génétique, de flux géniques, et puis aussi en termes de paléo-environnement où l'environnement est contraint avec des ressources limitées. Et donc, ils ont pas vraiment le choix que de s'adapter et de changer rapidement s'ils veulent pas disparaître. Ouais, c'est assez formidable cette évolution insulaire chez l'humain. Et ce qui est d'intéressant, c'est
de comparer par rapport à, je crois que c'était en 2004 que l'homme de Flores a été annoncé pour la Oui. première fois, si je me rappelle bien. Donc en 2004, on annonçait l'homme de Flores et depuis il y a eu débat pour savoir si c'était pas simplement un individu pathologique, un pauvre humain moderne mais malade qui aurait eu du coup des dimensions petites mais pas à cause de sa maladie. Donc il y a eu tout ce débat qui a duré pendant presque 15 ans et qui dure encore si je ne m'abuse. Et maintenant, avec la découverte de Homo lusonensis, j'imagine que ça va enfoncer le clou. Ça va enfoncer le clou pour dire que l'évolution insulaire, le nanisme insulaire, c'était plutôt une règle qu'une exception, non? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé? Oui, alors pour revenir à l'histoire du débat de Flores, ça a été très très débattu, surtout entre 2004 et pendant une dizaine d'années à peu près. Et ce sont des collègues australiens qui ont avancé l'hypothèse que ces spécimens de Flores, et notamment LB1, l'holotype, puissent être un individu pathologique atteint du syndrome de Down, donc comment une trisomie. Mais les arguments et les éléments quantitatifs qui ont été avancés ont été quand même assez faibles. Et il y a eu des réponses par plusieurs collègues, dans plusieurs études, qui ont démontré finalement que c'était une hypothèse qui ne tenait pas la route. Donc après, est-ce qu'on n'avait pas affaire tout de même à un individu, non pas Homo sapiens, mais d'une autre espèce, peut-être que l'espèce justement floresiensis se vaut pour le coup, mais qui pourrait être aussi pathologique, parce que malgré tout, dans cette liste de caractères qui avait été avancée comme argument pour le syndrome de Down, on a effectivement des choses qui sortent un peu de l'ordinaire si on a affaire à un individu qui n'est pas pathologique, qui a des asymétries très fortes sur la face et un certain nombre d'éléments comme des rotations à 90 degrés des prémolaires dans la mâchoire. Donc ça, ce sont des éléments qu'on retrouve ou bien chez des hybrides, ou alors dans certains cas pathologie. Donc effectivement, l'idée de la pathologie n'est pas forcément à exclure. Par contre, je pense clairement qu'on n'a quand même pas affaire à Homo sapiens, mais à une autre espèce. Et donc, floresiensis peut se justifier. Et puis, pour revenir à cette différence entre Flores et lusonensis, et donc à ces phénomènes d'insularité, je suis assez d'accord, effectivement, pour dire qu'il y a eu plusieurs expériences évolutives qui ont eu lieu dans ces îles. Il y en a probablement eu beaucoup plus et on ignore, on n'a pas encore retrouvé et peut-être qu'on ne retrouvera pas de fossiles, puisque les fossiles, c'est uniquement ce qui se préserve et malheureusement, tout ne se préserve pas. Mais il y a de très grandes chances, effectivement, que d'autres groupes hominines soient allés sur les îles dans toute l'Asie du Sud-Est. Il y est occupé pendant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années, et peut-être ait développé des caractéristiques qui leur soient propres et finalement est dérivé vers de nouvelles espèces. Ça, c'est tout à fait possible et même très très probable, je dirais. Puisque tu parles de préservation, j'imagine que c'est la question inévitable. ADN ou pas ADN? Tout à l'heure, tu nous parlais de mini de mystère et ça m'a fait penser justement à ces récentes études génétiques qui ont découvert des gènes d'hominidés inconnus dans les populations justement du sud-est asiatique. Donc, du coup, ça me fait penser, est-ce qu'on aurait une trace de Lusonensis Oui, chez je Homo vois que tu fais sapiens? référence au Denisovien. Mais je vais justement te détailler un peu tout ça. Alors, pour répondre à ta question très brièvement, non, pas d'ADN. On a fait des tests sur une des dents. Malheureusement, ça n'a rien donné. Les progrès de la paléogénétique sont quand même assez foudroyants et je pense que rien n'exclut que dans quelques années, on puisse effectivement extraire de l'ADN de spécimens, surtout ceux qui sont préservés en milieu tropical, puisqu'on a affaire à un milieu qui dégrade assez facilement les molécules avec la chaleur, l'humidité. Mais bon, rien n'empêche que peut-être un jour, on aura les compétences technologiques et le moyen d'extraire et de séquencer l'ADN qui a été complètement fragmenté et qui aujourd'hui est introuvable. Mais sinon, pour revenir aux Denisoviens, donc ces fameux hominines qu'on connaît très principalement par l'ADN, on a quelques restes fossiles, c'est comme ça qu'on a pu retrouver l'ADN. Mais on connaît très peu finalement de ces Denisoviens. On connaît juste 2 dents permanentes et quelques dents de lait.
et des fragments d'os, notamment un fragment de crâne qui a été découvert et annoncé il n'y a pas très longtemps, et puis des petits bouts d'os de phalanges et des fragments. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces Denisoviens, ils ont dû vivre dans toute la partie de l'Altaï, puisque c'est là où on les a retrouvés, et très probablement, comme tu l'as dit, on en retrouve des traces génétiques dans les populations actuelles d'Asie, et d'Asie du Sud-Est en partie. Donc, ils ont probablement vécu en Asie, ces Denisoviens. Et donc, ça veut dire qu'en Asie, aux alentours de 100 000 ans, à peu près 70-100 000 ans, eh bien, on avait au moins 4 espèces qui ont cohabité en plus de Lusonensis. On avait ces Denisoviens. On avait Homo erectus qui est resté jusqu'à il y a au moins 100 000 ans, voire 70 000 ans en Indonésie, à Java. Il y avait Floresiensis juste à côté, entre 50 et 90 000 ans. Et puis, il y a Homo sapiens qui est arrivé là aussi en Asie, il y a au moins 100 000 ans, voire peut-être plus, et qui a commencé à également aller dans les îles dans cette période-là. Donc voilà, toutes ces espèces humaines fossiles se sont peut-être rencontrées, peut-être pas, mais en tout cas, elles ont cohabité pour certaines dans toute cette zone. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a eu des échanges génétiques? Est-ce qu'elles ont pu effectivement s'hybrider? Mais ça, aujourd'hui, on a encore du mal à répondre à ces questions-là. En tout cas, la génétique et la paléogénétique actuelle ne nous permettent pas d'y répondre. On est peut-être au-delà de ta zone de confort là, mais on a une idée de pourquoi elles auraient pu disparaître, toutes ces espèces. Pourquoi aujourd'hui le monde n'a plus que Homo sapiens, alors que finalement, il semblerait que plusieurs espèces qui cohabitent ensemble, ça, c'était la règle pendant toute l'évolution humaine. On a eu les australopithèques et les paranthropes, Homo s'est rajouté par-dessus, et pouf, d'un seul coup, Homo sapiens arrive et il n'y a plus personne. Oui, je ne sais pas si c'est Homo sapiens arrive et il n'y a plus personne. Peut-être que l'arrivée d'Homo sapiens a poussé ces autres espèces vers l'extinction, peut-être pas. Là, j'ai pas le dernier mot. C'est un débat qui est aussi valable pour l'extinction des Néandertaliens en Europe. Est-ce que c'est l'arrivée d'Homo sapiens qui a poussé vers leur extinction ou pas? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais par contre, effectivement, ce qu'on constate, c'est que ces espèces fossiles, que ce soit Homo erectus, les Denisoviens, Homo floresiensis ou Homo lusonensis, ont disparu et très vraisemblablement ont disparu il y a au moins 50 000 ans, voire plus. Alors, comme on n'a pas retrouvé énormément de restes pour lusonensis, on ne peut pas vraiment dire pourquoi et quand est-ce qu'ils ont disparu. La même chose pour floresiensis. À Java, en Indonésie, on a des restes jusqu'à il y a peut-être 70 000 ans, voire peut-être un peu plus récent pour Homo erectus. Là, on a un peu plus de restes, un peu plus de spécimens. Les crânes, notamment, qui ont été retrouvés sur le site de Ngandong Gawi, montrent un volume endocrinien assez élevé pour Homo erectus, et puis presque un début de globularité, disons des crânes qui sont un peu plus hauts verticalement que Homo erectus dit classique, qui est plus ancien. Donc là, est-ce que la question se poserait également, est-ce qu'on a affaire à des hybrides? Est-ce que l'arrivée d'Homo sapiens a pu engendrer des hybrides? Ou alors, est-ce que leur évolution sur l'île de Java a mené à des crânes un peu plus grands, un peu plus élevés, et finalement à une sorte de convergence adaptative vers ce qu'on a chez Homo sapiens? Mais voilà, là aujourd'hui, je ne peux pas dire pourquoi toutes ces espèces ont disparu et pourquoi Homo sapiens a subsisté. Ça reste un grand mystère. Sans spoiler, est-ce qu'on devrait s'attendre à des nouveautés dans les semaines, dans les mois à venir? Est-ce qu'il y a des choses dans les rouleaux en ce moment? Non, la seule chose qui est dans les rouleaux, c'est l'article sur le contexte. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est avec le détail des datations, la géologie, voilà, tout ce qui devrait accompagner finalement la découverte des eaux. Cet article est soumis, il est encore en révision, il n'est pas encore accepté, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sera accepté, s'il le sera, je pense, à un moment, mais voilà, je ne peux pas aller plus loin. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer avec cet article. Il faudra continuer ces études. Jusqu'à aujourd'hui, on a publié dans les grandes lignes la morphologie et les caractéristiques principales qui ont permis la diagnose de cette espèce, Homo lusonensis. Mais maintenant, il va falloir aller plus en détail, essayer de voir en comparant à plus de fossiles, à plus de matériel, notamment dans mon cas pour les dents, puisque jusque-là, on a pu comparer la morphologie 3D à seulement une seule prémolaire de Homo floresiensis. Et comme c'est tout de même l'espèce la plus proche
aussi bien en termes de morphologie et de chronologie, et géographiquement aussi avec Homo erectus. Donc il va falloir essayer d'aller plus loin dans les comparaisons avec Homo floresiensis, essayer de comprendre si effectivement on peut avoir affaire à une espèce qui dérive d'un ancêtre commun, ou alors un floresiensis qui serait parti très tôt de Flores et qui serait arrivé aux Philippines il y a, je sais pas, quelques centaines de milliers d'années. Voilà, donc il va falloir aller plus loin en termes de compréhension de cette nouvelle espèce. Mais à part ça, il y a aussi pour les os, d'ailleurs, pour tous les restes crâniens, et pas crâniens, post-crâniens, pardon, on va pouvoir faire des analyses de l'os cortical et de l'os trabéculaire pour essayer de comprendre la biomécanique et donc avoir plus d'informations aussi sur leurs habitudes, leur vie, finalement. Voilà, donc tout ça, ce sont les perspectives pour l'étude de Homo luzonensis. Et puis, les fouilles vont continuer. Donc, on espère il y aura d'autres restes et peut-être des restes crâniens, donc au moins d'os du crâne, qui nous permettront d'avoir au moins ou la face ou une idée de l'endocrâne et du crâne, que ce soit en termes de morphologie et de peut-être de capacité cognitive à un certain moment. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Clément de nous avoir accordé cette interview. Merci Julien. J'espère qu'on te reverra bientôt pour plus de belles découvertes comme ça. Merci, et puis oui, avec plaisir, on se retrouve à la prochaine découverte. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur notre chaîne.